Bonjour, je me présente Thomas Bleusville, je suis journaliste spécialisé sur la transition énergétique et j'ai le plaisir d'animer ce plateau TV sur le salon Evolution avec un premier sujet dont on va parler maintenant sur le dispositif français pour garantir à la fois l'origine et la traçabilité de l'hydrogène, un mécanisme en train d'être mis en place et j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour en parler Valérie Bouillon-Delporte, bonjour. Bonjour Thomas. Alors vous êtes à la fois première vice-présidente de l'association professionnelle France Hydrogène et vous travaillez aussi chez Michelin comme directrice de l'écosystème hydrogène. Donc vous avez le regard des acteurs de la filière sur ces questions-là. Et Tudor Florea, bonjour. Bonjour Thomas. Donc vous représentez le ministère de la Transition écologique et la Direction générale de l'énergie et du climat, où vous êtes chargé de mission pour les filières vertes, hydrogène et stockage d'énergie. Alors je l'ai dit en introduction, on est là pour parler du dispositif français de traçabilité de l'hydrogène. Alors j'ai envie de vous demander comme première question, pourquoi vouloir instaurer un mécanisme de certification de l'hydrogène et pourquoi est-ce qu'on parle d'origine et de traçabilité de l'hydrogène, Valérie? Alors peut-être qu'on peut commencer par donner une définition. Je vais m'appuyer sur Tudor pour ça, parce que ce n'est pas tout à fait le même sujet. On parle de la garantie d'origine et les certificats de traçabilité, c'est un élément dans le dispositif qui est complémentaire et qui va amener un complément d'information sur l'hydrogène. Mais peut-être, Tudor, vous pouvez en donner une définition la plus simple possible. Merci beaucoup Valérie. Oui, je vais essayer déjà revenir un peu sur pourquoi on souhaite ou pourquoi il y a un besoin de certificats. C'est un dispositif qui est tout d'abord mis en avant pour encourager la transition énergétique et le recours aux énergies renouvelables. Principalement, ça vient de là historiquement. Et c'est surtout pour l'électricité. C'est pour ça qu'on dit origine, parce que l'électricité, une fois dans le réseau, on a du mal, on va dire, de savoir de quelle source de production elle vient précisément. Et donc, on appelle ça des garanties d'origine et ça certifie le fait qu'une quantité donnée d'électricité a été produite à partir d'énergies renouvelables. Ce qui est nouveau, que Valérie mentionnait, c'est effectivement la partie traçabilité physique qui, elle, peut être assurée dans un contexte où on parle des molécules qui peuvent être portées. Et c'est un peu le cas d'hydrogène aujourd'hui où on n'a pas encore une logique réseau. J'espère que c'est... Et je pense que, je vais le dire à votre place, Tudor, on peut le signaler, la France a été un peu précurseur dans le domaine. Vous avez donc des initiatives au niveau européen, la Renewable Energy Directive 2, qui dès 2018 a commencé à poser le cadre pour les énergies renouvelables. Et pour la première fois, l'hydrogène en faisait partie, mais avec encore, je dirais, une ambition très limitée. La France a été la première à mettre en place, avec la loi énergie-climat, en novembre 2019, il me semble. Tout à fait. La loi énergie-climat a donné, a mandaté l'exécutif, le gouvernement, à prendre des mesures liées à la certification de l'hydrogène. Et donc, par l'ordonnance dite hydrogène de cette année, qui a été ratifiée le mois de mai, on a effectivement la définition à la fois de l'hydrogène, donc qu'est-ce que c'est l'hydrogène, enfin les différents types, et les certificats qui viennent derrière. Donc, on va dire qu'il y a une espèce de matrice à 4. D'un côté, on a l'hydrogène renouvelable, de l'autre côté, l'hydrogène bas carbone. Et pour les deux, on a les garanties d'origine et les garanties de traçabilité physique. Alors ça, c'est l'ordonnance qui a posé la base un peu légale de tout ça au premier semestre. Qu'est-ce qui reste à définir pour vraiment que ça soit opérationnel? Alors le chantier il est encore long. Il nous reste à publier un décret. Donc pour détailler davantage, on va dire, certaines spécificités de ces deux mécanismes. Et ensuite, un arrêté, vraiment pour les détails très techniques comme le seuil pour distinguer entre hydrogène renouvelable et hydrogène bas carbone. Et ensuite, bien évidemment, un appel d'offres pour désigner l'organisme qui sera en charge de gérer le registre national des garanties d'origine et de traçabilité. Alors, je voulais spécifier aussi que dans ce décret, ce qui est attendu, c'est de travailler sur les sources d'émissions d'hydrogène. Et là aussi, on ne peut pas décorréler ce qui se passe dans les décrets français de ce qui se passe en ce moment en Europe, notamment dans le Fit for 55, la discussion autour de la Renewable Energy Directive numéro 3 et surtout la taxonomie, puisque la taxonomie au niveau européen définit ce que l'on considère comme hydrogène bas carbone, c'est-à-dire 3 kg de CO2 par kilo d'hydrogène produit, avec soit une source d'électricité renouvelable, soit une source d'électricité bas carbone. Et c'est justement ce contenu de carbone dans la production d'hydrogène qui est important dans la transcription au niveau du décret français. Exactement, donc ça fera l'objet de l'arrêté.
ce seuil. Est-ce qu'on a une idée déjà à peu près du calendrier où on pourrait s'attendre à avoir le décret, l'arrêté? J'ai tendance à dire que c'était pour hier, donc ça veut dire le plus urgent possible. On souhaiterait saisir le Conseil d'État à la fin de cette année. Donc c'est une cible et on n'a pas de visibilité pour savoir si on arrive à la tenir ou pas. Mais en tout état de cause, premier trimestre 2022, voilà, il n'y a pas le choix. Et au niveau européen, là, on envisage que la RED 3 passera en 2023. Donc il y a des gros sujets qui sont en cours de discussion, qui peuvent être soit un frein, soit un accélérateur par rapport à l'hydrogène. Alors juste pour se terminer sur ce décret français, on a parlé donc, et l'arrêté, on a parlé du seuil en CO2. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à surveiller, très attendus, très structurants? Valérie, est-ce que les acteurs de la filière ont des points particuliers qu'ils attendent et qu'ils vont surveiller dans ces textes? Alors, pour les acteurs de la filière, ils ont besoin que ça se mette en place le plus rapidement possible pour avoir besoin de visibilité. La France est un pays qui est très acteur sur l'hydrogène, mais la France se retrouve aussi au niveau d'un dispositif européen. Et l'objectif affiché, c'est que l'hydrogène dispose de son propre corpus de règles documentaires. On prône au niveau d'Hydrogène Europe le Hydrogen Act pour éviter que l'hydrogène se retrouve coincé entre l'électricité d'un côté avec des règles propres à l'électricité et le gaz de l'autre côté avec des règles propres au gaz. Donc il faut que l'hydrogène dispose de ses propres règles de fonctionnement et à ce titre, les garanties d'origine et la traçabilité sont un élément important. Donc j'ai envie de dire, le plus vite on a de la visibilité sur l'application des décrets, le meilleur c'est. Ensuite, l'objectif, c'est vraiment de faire de l'hydrogène le nouveau pétrole, j'ai envie de dire. Et donc, ça veut dire quoi? On aime bien exprimer la règle des 5 T. Traçabilité, traquabilité, c'est-à-dire garantir qu'on sait suivre et expliquer l'origine de l'hydrogène de la source de production à la source de consommation. Le deuxième point, c'est tradability. Il faut que ça devienne, pas une monnaie d'échange, mais il faut que ça puisse être échangé à l'échelle d'un territoire et à minima l'Europe. Le troisième, c'est transparency. Donc il faut qu'on puisse rassurer aussi les utilisateurs finaux sur les attributs environnementaux spécifiques à l'hydrogène. Et le cinquième, c'est trustworthiness, c'est-à-dire il faut que le marché ait confiance et donc qu'il y ait des règles fiables, définies, claires, transparentes, pour que l'hydrogène puisse être aussi une monnaie d'échange. Alors imaginons que ce décret, cet arrêté paraisse le mois prochain ou au début 2022. Après la mise en œuvre de tous ces mécanismes-là, est-ce que ça pourra se faire dans la foulée ou est-ce qu'il y a des freins quand même après de mise en place? Donc, je veux dire, une fois que le registre il est mis en place et opérationnel, ensuite, il n'y aura plus d'obstacles à ce que le mécanisme fonctionne, qu'il y a des demandes d'émission des garanties d'origine ou des demandes d'annulation pour l'usage, du moment où effectivement tous les projets, dans le cadre de l'appel à projet, par exemple, écosystème territoire hydrogène et d'autres appels à projets commencent à prendre forme et à produire de l'hydrogène décarboné, il n'y aura plus vraiment un obstacle à ce niveau-là. Il peut y avoir peut-être d'autres, mais en tout cas pour les certifications, sauf si Valérie a d'autres... Non, Tudor, il y a quand même un point qui est clé, qui est en discussion. Et là, que ce soit côté France Hydrogène, que ce soit côté certains des acteurs, mais aussi côté Hydrogène Europe, c'est le principe d'additionnalité. Et le principe d'additionnalité qui est en train d'être rediscuté, c'est un vrai verrou pour atteindre les objectifs d'énergie renouvelable. Vous pouvez définir ce que c'est que ce principe? Je ne suis pas une spécialiste, mais le principe d'additionnalité dit que à partir du moment où vous avez un électrolyseur, il faudrait que vous alliez chercher les sources d'énergie renouvelables une fois que cet électrolyseur a déjà été mis en place. Donc ça veut dire véritablement sécuriser une activité énergie renouvelable en plus de cet électrolyseur. Donc ça rajoute des coûts, ça rajoute du délai. Et quelque part, quand on voit les ambitions au niveau de l'Europe, les ambitions françaises, pour rappel, 6,5 gigawatts de capacité de production d'électrolyse en France, 2 fois 40 gigawatts en Europe,
avec un timing d'ici 2030, on se dit non, là il y a quelque chose, ça ne le fait pas. Le deuxième point, c'est que là aussi, il ne faudrait pas qu'à travers ce principe d'additionnalité des réglementations connexes, tel que c'est écrit aujourd'hui, vous ne pouvez pas bénéficier de la traçabilité ou de la garantie d'origine à partir du moment où vous bénéficiez de soutien public pour ces électrolyseurs. Donc là, il y a un truc qui n'est pas raccord. Mais toutes ces exigences-là ont été faites, je dirais, avant que la filière hydrogène prenne son envol. RED II en 2018, l'hydrogène, on en parlait à peine, hein. Donc maintenant, l'hydrogène, il y a des vraies ambitions au niveau européen. RED III est en cours de discussion. Et Fit for 55 est ouvert à prendre en compte ces spécificités pour éviter de se retrouver avec des ambitions et avec des verrous qui vous empêchent d'atteindre les ambitions. Alors, depuis le début, on parle un peu du cas français, du cas européen, mais est-ce que tout ça, ça s'articule correctement? Est-ce que ça converge quand même vers des règles de fonctionnement, des philosophies à peu près équivalentes? On va dire sur la philosophie, sur le principe de fonctionnement, oui, c'est fait pour que ça soit un accord, y compris pour la traçabilité physique. Pour l'instant, c'est quelque chose de spécifique français. Il y a la possibilité laissée on va dire, au niveau européen, de pouvoir aussi reconnaître la traçabilité physique. En revanche, je reviens un peu sur les 2 points soulevés par Valérie. En effet, pour l'additionnalité, en plus, la RED III, elle étend à tous les autres domaines, donc pas uniquement à l'hydrogène, donc y compris pour l'industrie. Donc quelqu'un qui n'a pas besoin d'hydrogène mais a besoin d'électricité, il ne peut attester de caractère renouvelable d'électricité qu'il utilise seulement s'il finance ou s'il contribue à la mise en place de nouvelles capacités d'électricité renouvelable. Donc là maintenant, c'est étendu à tous les domaines. Et sur je ne peux pas encore m'exprimer puisque les discussions sont en cours. Donc ce n'est pas encore en force, enfin ce n'est pas encore en vigueur, toutes ces dispositions, mais on s'oriente vers là pour l'instant. Donc c'est là où on en est aujourd'hui. Effectivement, c'est un point c'est difficile à voir comment il faut se prendre. De l'autre côté, pour les installations aidées, après, tout dépend comment on va regarder la chose. Parce que c'est l'histoire aussi, quel est le moyen le plus simple de bien ajuster le niveau d'aide pour qu'il n'y ait pas une suraide ou pas assez d'aide. Et le fait que les garanties d'origine soient données soit aux collectivités territoriales, soit à l'État pour être mises aux enchères, ça permet un ajustement plus facile en termes de bureaucratie, si vous voulez, hein, j'utilise ce terme-là, pour bien ajuster le niveau d'aide. C'est un peu ça l'idée. Donc, j'espère que ça répond un peu à ces points d'interrogation. Mais sur l'additionnalité, effectivement, il y a un travail de fond à mener dans les mois à venir. Je me permets de rebondir, tu dors, parce que ce que tu dis est super important. Il y a déjà des garanties, des mécanismes de garantie d'origine qui existent sur l'électricité et le gaz. Donc là, on parle de règles propres à l'hydrogène, parce que l'hydrogène en a besoin. Mais il ne faut pas travailler en silo. Donc, comme l'a exprimé Tudor, il faut vraiment qu'il y ait une interaction entre ces différentes garanties d'origine. Parce qu'on voit bien que quand on produit de l'hydrogène, quelque part, soit c'est de l'électricité, soit on va utiliser du gaz. Donc, il faut qu'il y ait des connexions intelligentes et que finalement, tous ces différents dispositifs s'interconnectent les uns aux autres. On a cette difficulté. On a cette difficulté aussi d'articuler les règles propres aux États membres des règles européennes avec des calendriers qui sont un petit peu différents. Mais je trouve que c'est une très bonne nouvelle que la France ait été un peu précurseur sur ce sujet à la fois des garanties d'origine, mais également de la traçabilité. Donc, loi énergie-climat qui a posé les bases de tout ça, plus l'ordonnance du mois de février 2021. Maintenant, il faut continuer sur la suite. Alors, j'entends ce que tu dis, Tudor, sur l'appel d'offres pour avoir un opérateur pour gérer les garanties d'origine. Au niveau européen, l'Europe, la Commission européenne a poussé à travers le partenariat public-privé Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking une initiative qui s'appelle Certify. Alors, c'est une initiative qui a remonté au tout début, qui, elle, définit les garanties d'origine, mais avec un threshold de 60% de CO2 pour définir le bas carbone. Je dirais on a une base, elle est peut-être perfectible, mais ce qui est important aussi, si on veut que l'hydrogène devienne une commodité échangeable, tradable entre les différents pays, il faut quand même qu'on ait une connexion entre les différents systèmes de certificats et se retrouver avec des normes et des éléments de certification qui soient compatibles.
Je suis très content de vous amener le sujet de la normalisation. Effectivement, il y a une norme qui régit les garanties d'origine aujourd'hui qui est en révision. Et malheureusement, les travaux sont un peu en point mort. Il y a beaucoup de, on va dire, Est-ce qu'on peut nommer cette norme? Alors, le titre précis, je ne l'ai pas en tête, mais je peux vous donner le numéro, hein, si ça vous intéresse. C'est la norme EN 16325. Et effectivement, la révision elle a été déclenchée en même temps avec la rentrée en vigueur de l'arrêt 2 en 2018, parce que jusqu'alors, cette norme concernait plutôt les garanties d'origine que pour l'électricité. Et donc, elle est étendue aujourd'hui à l'hydrogène, au gaz décarboné, à la chaleur et au froid. Et le calendrier, il est retardé. Il y a à peu près 1 an de retard à cause de... Enfin, les discussions ne ramènent pas un consensus aujourd'hui. Alors peut-être pour conclure, quel message on pourrait adresser aux acteurs qui s'intéressent à l'hydrogène? Est-ce qu'ils peuvent espérer que ce qu'on fait en France préfigure ce qui se passera un peu plus largement au niveau européen? Est-ce qu'il faut qu'ils commencent à s'y intéresser dès maintenant, ou est-ce qu'il faut qu'ils attendent que les choses soient un peu en place pour pouvoir s'y retrouver? Je dirais que pour les consommateurs finaux, notamment les industriels, ça va dans le bon sens. À partir du moment où vous avez un cadre qui va définir à la fois l'origine, qui va vous permettre d'assurer la traçabilité de cet hydrogène, vous disposez des bons outils pour apporter les garanties d'usage aux industriels. Il y a encore un certain nombre, alors pas d'inconnus, mais de travaux complémentaires et de verrous à éliminer. J'en ai mentionné 2, hein, la partie sur les aides publiques et la partie aussi sur l'additionnalité. L'articulation des différents calendriers, mais si tout le monde s'attend, il n'y a jamais rien qui se passe. Donc je suppose qu'à partir du moment où l'État français aura fait son décret, il y aura des ajustements ensuite par rapport à ce qui se fera au niveau européen. Mais je trouve très positif qu'il y ait quelques pays, dont la France, qui prennent le lead pour tracer la voie. Bon, en tout cas, ça fait un message positif pour terminer. On voit que c'est qu'un chantier qui ne fait que débuter. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Donc il me reste à vous remercier d'être venu déjà nous esquisser un peu un point d'étape de ce chantier. Valérie Tudor, merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous sur ce plateau TV donc pour d'autres sujets sur l'hydrogène tout au long de ce salon Évolution 2021. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.